Kalizobo, militant de l'océan Indien, pour notre projet d'océan Indien, qui consiste à créer une fédération des peuples de l'océan Indien, dont la composition est Madagascar, Réunion, Maurice, Seychelles, Diego Garcia, Comores. Maurice, Madagascar en est la grande île dont la population dépasse les 15 millions d'habitants, tandis que les autres îles ne dépassent pas les 2 millions d'habitants. Pour cela, il est fondamental que nous créions à la base, et non au sommet des États, un processus d'éducation idéologique, politique, organisationnelle, en vue de créer un parti dont le nom sera le Parti du travail des peuples de l'océan Indien. Et dans l'océan Indien, nous avons une base militaire. La 7e flotte américaine se trouve à Diego Garcia et Madagascar et Réunion est occupée par la France depuis des siècles et les Comores sont soi-disant indépendants. Le mot soi-disant est que les 3 îles sont soi-disant indépendants, soi-disant souveraines, tandis que l'une d'elles, la Réunion, est occupée directement par la puissance coloniale française. Pour cela, il est inévitable que la libération des îles de l'océan Indien ne peuvent se faire que du point de vue militaire. Donc, de guerre qui doit se transformer en révolution démocratique populaire. Pourquoi? Parce que ces îles sont de caractère agraire. Donc, la révolution ne peut être que une révolution démocratique et populaire. Pour les Comores, nous avons connu une révolution qui a duré uniquement 2 ans et demi, mais qui a transformé le pays et transformé la population sur le plan idéologique. Une révolution à caractère bolchevique, puisque le président Ali Salih s'est référé aux erreurs de la Commune de Paris que Marx et Engels allons rectifier dans le manifeste du Parti communiste, le premier document de l'Internationale communiste. Ensuite, il y a une révolution marxiste-léniniste, puisque la tactique et la stratégie qu'a utilisée Ali Salih étaient conformes à l'histoire que nous connaissons de la révolution bolchevique. Et donc, elle a été marxiste-léniniste dans la mesure où il a pris en contenu et en forme la révolution chinoise, qui est de dictature du prolétariat, avec un caractère paysan. Donc, de tout cela, jusqu'à ce que, au lendemain de son assassinat, un professeur de la Sorbonne a publié un article au journal Le Monde, dont le titre est « Ce que la puissance coloniale n'a pas réalisé en 150 ans, un homme l'a réalisé en 2 ans et demi ». Pour cela, nous avons des outils à présenter aux îles, au peuple de l'océan Indien, pour apporter
le contenu révolutionnaire de cette révolution dans les peuples de l'océan Indien au plan organisationnel, idéologique, politique et stratégique. Nous passons maintenant à l'Amérique latine. Alors, l'histoire nous a montré que les révolutions ont commencé dans les pays agraires. Pourquoi? C'est-à-dire la Russie de 1917, la Chine de 1948, le Cuba de 1959, et nous avons donc constaté que la révolution prolétarienne a été commencée dans les pays agraires parce que les maillons faibles du capitalisme et du colonialisme se trouvent dans les pays agraires. Pour cela, les facteurs objectifs ont permis d'exploitation de l'homme parlant, ont permis aux messagers du ciel, qui sont Marx, Engels, Lénine, Staline, Enver Hoxha, Mao Zedong, Fidel Castro, Kim, de apporter au prolétariat industrialisé la leçon du futur de transformation du capitalisme au communisme. Alors, les erreurs qui se sont produites en Russie, opposant le menchevique et le bolchevique, entre le trotskisme de la bourgeoisie intellectuelle au sein du parti et le marxisme qui vient de la doctrine du prolétariat, la négation des révolutions passées n'est pas une négation dans la mesure où, premièrement, ils ont mis en pratique la théorie de Marx et Engels datant de 1875 et que l'école, cette révolution constitue le laboratoire de la prochaine révolution en Europe occidentale. Alors, l'Amérique latine, face à l'antéchrist USA, a connu plus de coups d'État de la part de l'antéchrist USA que n'en a eu l'Afrique et l'Asie. Pourquoi alors la révolution cubaine n'a pas donné un enseignement à l'Amérique du Sud face à l'antéchrist USA? Alors, on peut croire que il y a un manquement à découvrir dans la révolution prolétarienne à Cuba. Malgré que le Parti communiste cubain a beaucoup participé à la libération de l'Afrique, en particulier la participation des forces armées cubaines dans la libération de l'Angola et de Mozambique. C'est formidable que
Cuba a apporté beaucoup de contributions, non seulement dans ces deux pays, mais aussi en Algérie. Et Afrique du Sud aussi. Et l'Afrique du Sud également. Donc, pourquoi les pays voisins ont manqué l'expérience révolutionnaire cubaine? Il y a matière à recherche pour trouver la faille. Et donc, j'ai une mission, j'ai une obligation, s'il me reste encore à vivre, de passer au moins un an à Cuba. Il ne suffit pas de lire les livres. Il faut que j'aille chercher les raisons pour lesquelles la révolution cubaine n'a pas apporté, n'a pas été exportée dans les pays voisins. Alors que la révolution bolchevique a apporté des corrections dans le parti et dans la révolution armée du peuple chinois. Lorsque la direction du Parti communiste de Russie, sous la direction du vénéré Staline, a envoyé des hauts cadres pour rectifier les erreurs de Mao Tse-tung dans la révolution. Dans la guerre de libération nationale, puis le passage à la révolution. Alors, pourquoi Cuba a manqué ce devoir régional lorsqu'il a accompli le devoir international? Alors, maintenant, la place de l'intellectuel en Amérique latine, dont les facteurs objectifs de la révolution sont plus que jamais réunis, notamment lorsque le révisionnisme chilien de Salvador Allende avait une considération métaphysique de notre époque impérialiste, alors que les révolutions passées ont donné des enseignements que le révisionnisme est un ennemi de la révolution mondiale. L'erreur de croire que la voie pacifique au changement de la situation des masses populaires est valable à notre époque est une illusion. Ce qui se passe en Amérique latine actuellement est un danger parce que les masses populaires ont donné les possibilités à la bourgeoisie intellectuelle de gauche, les possibilités de changer leur situation économique et sociale par les bulletins de vote. Lorsque cela est acquis, que les masses populaires leur ont donné les possibilités d'aller au pouvoir, la première chose à faire serait que ces partis soi-disant de gauche entrent en confédération d'États de l'Amérique latine pour préparer l'offensive qui doit être donnée à l'impérialisme, à l'antichrist USA
lorsque ces forces seront chassées dans le reste du monde. C'est maintenant que les marxistes-léninistes doivent organiser l'éducation idéologique, organisationnelle, politique et militaire des classes populaires et de la classe ouvrière en particulier pour unifier les pays dont le régime économique, social permet cette unification avant que l'antichrist américain ne soit replié sur soi par la force des événements dans le monde et qu'il profite du vide, de l'ignorance des peuples paysans de l'Amérique latine pour se ressourcer à nouveau et pomper le sang et la sueur de ces peuples pour rebondir à nouveau à l'échelle internationale. Il y a un danger que ces pays soient encore divisés avec une politique intérieure et internationale indépendante, au lieu d'être unifiés. Pourquoi cet handicap dans les éléments révolutionnaires de la bourgeoisie intellectuelle? Pourquoi cet handicap? Cet handicap vient de l'enseignement universitaire qui ne reconnaît pas les lois économiques, à savoir le matérialisme historique, que la négation du régime primitif, que le Coran dit le monde avait un système social unique, un mot que je trouve le sens dans l'ouvrage de Engels intitulé L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État est un instrument qui n'a et qui n'aura mieux que lui dans l'histoire, dans la compréhension du début et de la fin de notre temps. Car il traite le début de la société primitive, les lois économiques, le développement des forces productives ayant abouti à l'extinction du communisme primitif pour le passage à la société esclavagiste. Ensuite, une société primitive dont la loi fondamentale et centrale fut l'union des communautés primitives pour lutter contre la nature et subvenir aux besoins matériels d'existence. Et lorsque les forces productives ont atteint les niveaux suffisants de développement, par la volonté, non pas de l'homme, mais des lois économiques, les forces productives sont évoluées vers l'esclavagisme. L'esclavagisme fut donc la négation de l'homme que lorsque Pharaon a déclaré « Je suis votre Dieu tout-puissant,
le premier livre du ciel est descendu pour dire que le puissant, c'est le créateur de l'univers. Et dans la négation de l'état pharaonique, enseveli dans l'océan, dans la mer Rouge, nous pouvons déterminer à l'avance que l'état est une négation. D'après le Coran, puisqu'il a enseveli le premier état, mais que d'après le Coran aussi, l'état est une nécessité, un mal nécessaire pour le développement des forces productives et la formation de la contradiction, qui est l'élément fondamental de l'histoire, la contradiction. La contradiction entre Satan et Adam avait le caractère, la signification scientifique du Coran. Et que la contradiction est l'élément fondamental dans la nature et dans la société humaine, des classes sociales, signifie que l'état, d'après Dieu, est une nécessité, est un mal nécessaire pour développer la société et en faire de la classe exploitée l'élément de l'histoire que le Coran encore dira, comme dit Marx, car nous voulons vénérer ceux qui sont réduits à l'esclave sur la terre. Donc, le matérialisme historique démontré dans l'ouvrage de Karl Marx est conforme et se retrouve dans le Coran, bien que les fondateurs du marxisme-léninisme, Marx et Engels, n'ont eu connaissance du Coran et que par conséquent, je n'ai appris le Coran, je n'ai compris le Coran après avoir étudié le marxisme-léninisme. Donc, les intellectuels universitaires, pour comprendre le matérialisme historique, le régime primitif, le régime esclavagiste, le régime féodal, le régime capitaliste et son aboutissement final, la société des monopoles ou le capitalisme monopoliste d'État, ils doivent, pour pouvoir changer le monde, changer la société, faire la révolution, comme les demande le Coran à nouveau, puisqu'il dit إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Et que Marx dit, sans savoir qu'il est déjà dit dans le Coran, le prolétariat est le fossoyeur du capitalisme. Donc, les intellectuels de l'Amérique latine, aussi bien que les intellectuels de l'Afrique et du monde arabe, s'ils veulent changer le monde, comme le dit le Coran et le dit le marxisme, ils doivent remettre en cause leur culture initiale. Ils doivent remettre en cause leur culture initiale. Et nous ne pouvons et ne devons les concevoir dans nos partis en tant que classe que lorsqu'ils mettent en cause au préalable leur culture initiale. Car si le capitalisme brûle l'humanité jusqu'à ce jour, malgré les expériences passées de l'évolution, dans l'Amérique latine, on n'a pas encore pris les enseignements, c'est que les intellectuels universitaires sont aliénés. Ils doivent prendre conscience de leur aliénation pour se fondre dans la classe ouvrière et des masses populaires. Au plan de vie, de relations et de culture,
afin que leur pensée soit tranchante, afin que leur plume ne soit pas la plume académique, universitaire, bourgeoise. Cela est une nécessité qu'ils se fondent dans la classe ouvrière, dans les masses populaires, afin que leur plume puisse changer leur comportement d'abord et leur subconscience, leur permettre de saisir les éléments à remettre en cause et les éléments à appliquer dans l'éducation, dans l'organisation. On a vu que les erreurs sont inévitables dans le processus de la connaissance. Donc, si les erreurs passées dans les partis communistes et dans les révolutions sont des erreurs humaines qui viennent des lois économiques dans lesquelles ils vivent, c'est-à-dire le spontanéisme en matière de pensée et d'organisation, il est fondamental que ces intellectuels se penchent dans l'étude des critiques, dans l'étude des classiques du marxisme avant de passer à la plume et les étudier avec la classe ouvrière et les masses populaires et non avec les intellectuels universitaires. Ils doivent couper leur lien avec le milieu universitaire et se confondre dans les masses populaires. Maintenant, je passe au monde arabe. Le monde arabe a deux maladies. Le maladie du monde, du tiers-monde, qui est le caractère agraire du mode de production dans les pays arabes, elle est la même maladie dans les pays agraires, parce que la culture n'est que le résultat du mode de production des pays. La paysannerie, l'artisanat, les petits commerces, de là se dégage la pensée, la culture de la société. C'est le caractère paysan du tiers-monde. Maintenant, le problème grave du monde arabe est que il dépasse et ses origines sont lointaines dans la fitna al-Kubra, la grande trahison dont le leader de cette catastrophe du monde arabe fut Muawiyah bin Abi Sufyan, qui a tué les trois prophètes et les trois compagnons du prophète et a transformé le pouvoir en héritage, en roi, et fait hériter le pouvoir à son fils Muawiyah, à son fils Yazid, lequel a assassiné 72 des membres de la famille du prophète, en premier lieu Hassan et Hussein, et décimé l'armée des musulmans. Et nous constatons qu'à notre époque, ce qui se passe en ce moment, c'est la fitna al-Kubra à Fana, la deuxième trahison, la guerre continue entre
les partisans